Salut les amis, bienvenue pour votre rendez-vous, votre talk 100% F1, les pistonnés. Désormais à la télé, le lundi soir, vous nous regardez peut-être en direct sur Auto Plus Télé. Vous êtes des petits chanceux parce que vous avez cette émission bien sûr en exclusivité et pour les autres en replay bien sûr sur la chaîne First Team Sport comme tous les mercredis à partir de midi. Beau plateau autour de nous avec le fameux duo, je les ai appelés Tic et Tac la dernière fois. Je ne me permettrai pas de dire Batman et Robin parce que ça mettrait un lien, une différenciation entre vous deux, mais vous êtes toujours aussi beaux tous les deux. Salut les gars, ça va? Puis tout le monde sait qui est Batman dans l'histoire. Et qui est Robin. ouais, ça va bien et toi Manu? Ouais, super. Vous avez passé un bon week-end de F1? Écoute, de F1 non, bon week-end oui. Hamza? Il a tout résumé, je pense. Il a tout résumé, il n'y a pas de souci. Avec nous, bien sûr, monsieur Alex Caldi, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Ça va, Alex? Bah ça va très bien. Super. Un très beau Grand Prix du Portugal. J'ai vraiment aimé, c'était vraiment cool. J'adore ce circuit, c'est un peu ma maison, j'ai envie de dire. Il donne le ton, et ne répondez surtout pas parce que ce sera l'un des sujets de cette journée. Et surtout un invité, Pierre Guyonnet, qui est avec nous, de la communication bien sûr du Grand Prix de France, un grand ami des pistonnés, il faut le dire, en coulisses notamment. On s'entend très très bien avec Pierre. Et l'idée, c'est qu'on va parler du Grand Prix de France dans quelques instants. Mais l'idée aussi, c'est qu'on on t'a fait venir, Pierre, parce que en plus de ton rôle aujourd'hui au Grand Prix de France, tu as travaillé notamment à la FIA, tu as été aussi l'un des bras droits de Jean Todt et ton avis nous intéresse bien sûr pour commenter l'actualité F1. Bonjour Pierre, comment ça va? Écoute, très bien, merci de me recevoir à nouveau, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, donc je suis très content d'être là, messieurs. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Juste un petit mot quand même, parce que c'est la grande nouvelle qu'on vous a annoncée aujourd'hui. Désormais, les pistonnés sont à la télé, ça c'est pas magnifique, franchement les amis, on ne s'y attendait pas. Auto Plus TV, donc qui nous accueille bien sûr pour cette saison 2021. Alors la formule ne change absolument pas, mais on a rendez-vous donc du coup à la télé chaque lundi soir en exclusivité pour découvrir chaque nouvelle émission des pistonnés. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui n'auraient pas eu la bonne idée de s'abonner à Auto Plus Télé, vous pouvez retrouver votre émission comme d'habitude du côté de la chaîne First Team Sport tous les mercredis à partir de midi. On passe tout de suite au sommaire de cette troisième épisode de la série 3, vous allez le voir, avec le débrief forcément du Grand Prix du Portugal 2021, le décryptage de Alex qui reviendra sur le nouveau format qui va être testé en 2021 concernant les qualifications sprint, le débat justement, on parlera de ces qualifications sprint et on se posera cette question, simple mirage ou idée géniale, et puis un petit quiz pour bien finir comme bien sûr d'habitude. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je propose le traditionnel tour de chauffe, la grande news de cette semaine, et la grande news, on profite de l'arrivée de Pierre bien sûr dans cette émission pour évoquer le décompte qui a commencé J-55 avant le Grand Prix de France qui se tiendra du côté du Castellet. Alors Pierre, on voulait te poser des questions parce que on a lu surtout les annonces d'Emmanuel Macron, notre président, dans la presse quotidienne régionale la semaine dernière, qui disait ceci: dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française en restant prudent et responsable, notre convivialité, notre culture, mais surtout le sport, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et la grande question qu'on a envie de te poser aujourd'hui, est-ce qu'il y aura du public au Castellet? Alors on le sait, Emmanuel Macron a parlé d'une jauge à 5000 personnes à partir du 9 juin, une fin des limitations à partir du 30 juin, vous le voyez malheureusement le Grand Prix de France c'est du 25 au 27, et pour le moment le Grand Prix de France a communiqué sur 15 000 spectateurs sur le week-end du Grand Prix. Je crois que vous allez faire des comment on appelle ça, j'essaie de retrouver l'élément de langage d'Éric Bouillet, tout à fait, des bulles sanitaires de 5000 personnes. 3 bulles sanitaires de 5000 personnes. Et l'autre question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce qu'il y aura des conditions d'accession du côté du Grand Prix de France? On l'a vu notamment, c'était du côté de Bahreïn, où les gens qui avaient été soit malades, soit vaccinés étaient autorisés à rentrer dans ce circuit. Parle-nous un petit peu des conditions d'accession du côté d'admission, même du côté du Grand Prix de France. Écoute, effectivement, comme tu le sais, on a lancé en décembre notre billetterie, donc c'est un sujet, sur le scénario des 3 bulles de 5000 personnes, c'est quelque chose qu'on a envisagé dès le début. Faut savoir que quand tu prends ce genre d'engagement, tu es en conversation permanente avec Formula One, FIA, les services de l'État, le ministère des Sports. Donc c'est quelque chose qu'on a anticipé, et plutôt pas trop mal anticipé vu la configuration actuelle. Je vais revenir sur un détail, c'est 15 000 personnes par jour, mais dans 3 bulles de 5 000, qui seront complètement hermétiques. C'est dans 3 tribunes en triangulaire, donc vous les voyez, ces 3 tribunes, tu as Chical, Proposition, le Bossé. Si tu dois aller au Bossé, tu as un seul accès, tu te gares en bas de la tribune du Bossé, pareil pour la pole position, donc en fait les flux ne se croiseront pas, ce qui veut dire indirectement pas de navette, pas de transport en commun, mais en tout cas ces 5000 personnes ne se croiseront pas.
La deuxième chose, c'est que pour les conditions d'admission, écoute, on a découvert la semaine dernière un peu plus de détails, on est en train d'y travailler. On a notamment parlé d'un pass sanitaire. Ouais. Nous, on espère communiquer dans la semaine un peu plus sur ces conditions d'accès pour nos spectateurs, parce qu'on est en train de les évaluer. J'ai pas forcément plus d'infos que ça. Je sais juste que forcément, il faudra que le protocole soit le plus simple possible, parce qu'on va être un peu, nous on a envie d'être un peu la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, d'être un peu l'exemple qu'en France on peut recevoir des spectateurs, et le Grand Prix de France il tombe à point nommé en fait, à ce moment où tu sors vraiment de cette période où tout va commencer à se réouvrir. Donc on est en train un peu de peaufiner ce protocole. J'ai pas envie de te dire de bêtises, forcément en fait ça va être le point clé de notre Grand Prix. Bien sûr qu'il y aura, je sais qu'il y aura une sorte de brigade sanitaire qui va regarder un petit peu qu'il y ait une belle distanciation physique, qui va donner du gel, il y aura des distributions de gel, etc. Il y aura des consignes particulières, mais je peux pas trop rentrer dans les détails, je veux pas dire de bêtises, parce que c'est surtout cette notion de passe sanitaire qu'il faut qu'on définisse, et on est encore en train de travailler dessus, mais je peux te promettre que dans la semaine on aura plus d'informations. Et on rappelle bien évidemment que la situation elle évolue, j'allais pas dire d'heure en heure, mais presque de jour en jour, en fonction aussi de l'évolution de l'épidémie en France. Juste un petit point sur le programme, Pierre, parce qu'il y a une notion sur laquelle il faut qu'on insiste, c'est tous les événements qui vont quand même avoir lieu autour de ce Grand Prix de France. Il y a notamment un Grand Prix historique, le retour du Grand Prix historique en France, quand même assez incroyable du côté du Castellet. Ce Grand Prix historique qui prendra place, 2 semaines avant le Grand Prix de F1 traditionnel. Ouais, écoute, en décembre, on a décidé d'organiser avec HVM Racing, on co-organise en tout cas le Grand Prix de France historique. Nous, on est très contents de l'accueillir. Pareil, 70 ans de Formule 1. Contrairement au Grand Prix de France, il y a toujours un peu de place à vendre. Alors que voilà, je préfère le dire, on n'en a pas parlé, mais le Grand Prix de France d'aujourd'hui, moderne, sold out. Presque sold out. Il reste pas grand-chose malheureusement, pour pas décevoir les gens. Ça n'a rien de dire qu'il reste des places. Mais apparemment, il resterait 4 places. Je sais pas pourquoi, mais il resterait 4 places. Apparemment. Et oui, Grand Prix de France historique, qui va être aussi le moyen de voir un peu comment ça se passe. Voilà, il y aura sans doute un peu moins d'influence que pour le Grand Prix de France moderne, mais des belles voitures de prévues, iconiques. On en poste régulièrement sur nos réseaux sociaux. Des belles courses à venir, des beaux pilotes en prévision qu'on devrait annoncer bientôt. Donc ouais, un bel événement. J'espère que vous serez présents d'ailleurs. C'est prévu. Non, c'est vrai. Non mais c'est prévu. On aimerait y être pour rien de cacher. On aimerait surtout être dans la monoplace. Je veux tout savoir. Je sais pas si c'est possible. Il a pas son permis. On peut toujours s'arranger entre amis. Avec un petit pass, une petite licence comme ça. Pour tout te dire, moi j'ai eu l'occasion de commenter le Grand Prix de Monaco historique. J'ai passé un moment absolument incroyable. Et surtout, il y a quelque chose, et ça doit être un bon argument, je pense, à dire aux gens qui nous regardent, c'est le bruit des moteurs. On redécouvre le bruit des moteurs, on retrouve des voitures, on les voit en vrai, on va dire des voitures en tout cas que nous on a vu dans des bouquins ou en photo ou en vidéo, et c'est un vrai instant de nostalgie, et c'est la meilleure manière je trouve de renouer avec une certaine F1 quoi. C'est pas des Prius quoi. Pas des en effet. D'autres infos à donner, Pierre, pour les gens qui nous regardent concernant le Grand Prix de France? On a fait le tour. Non, ouais, on est très content de vous revoir. Ça faisait un petit moment, et d'ailleurs on s'est pas vu, on en parlait avant l'émission, on s'est pas vu depuis très longtemps, et on s'est eu beaucoup au téléphone, mais ça va être un vrai plaisir de vous revoir en tout cas au Grand Prix de France. Eh ben écoute, avec grand plaisir en tout cas, et pareil on communiquera, on a pas mal de choses et de petites choses bien sûr à vous annoncer. Allez les amis, on se projette tout de suite sur la 3e course de ce championnat 2021. La F1 faisait étape du côté de l'Algrave, un lieu qui tient et qui est très cher bien sûr à notre ami Alex Caldi. On en parle tout de suite bien sûr dans le débrief. Le Grand Prix du Portugal remporté par un certain Lewis Hamilton. Ça ne vous étonne pas, bien évidemment. Vous avez compris maintenant le fonctionnement de la Formule 1. On regarde tout de suite, bien sûr, ce classement. Lewis Hamilton devant Max Verstappen. Bottas, qui était parti en pole, finit 3e. La 4e place pour Sergio Pérez. À noter, encore une fois, le meilleur des autres s'appelle Lando Norris. Leclerc accroche la 6e place. 2 Alpines dans le top 10. Et ça, c'était l'une des surprises, bien sûr, de ce week-end. Je propose justement qu'on regarde les 4 enseignements de
de cette course avec, vous allez le voir, eh bien, une première question, enfin 2 questions même pour commencer. Est-ce qu'on va assister à un championnat de moteur entre Mercedes et Honda? Alpine, finalement au niveau. Là, encore une fois, il y a le petit point d'interrogation. Mazepin, la fraude de l'année. Là, on s'est permis par contre de mettre un point d'exclamation. Et Portimao sur côté, il y a un point d'exclamation, mais vous allez le voir, nous ne sommes pas tous d'accord autour de ce plateau. Le premier enseignement, un championnat de moteur. Est-ce que c'est le moteur qui pourrait faire la différence dans cette saison 2021? On a vu du progrès chez Mercedes. Fini les problèmes de dérating. Verstappen qui a mis 10 tours quand même à passer Bottas, alors qu'il a dû avoir 75% de DRS sur ces 10 tours. Bottas victime d'un problème de logiciel moteur. C'est l'explication avancée par Toto Wolff à l'arrivée de cette course. Red Bull qui manquait clairement de rythme. Alors, Brice Germain, pour en reparler pas mal avec lui ce week-end, me disait que le vent de l'Algarve avait sans doute gêné le high rake du côté de Red Bull. Déficit quand même de vitesse pour la Honda en ligne droite. Est-ce que c'est uniquement dû au moteur ou peut-être à des réglages de Mercedes? On va le voir dans quelques instants. Et cette question, et si le moteur décidait de la suite, puisque ces 2 équipes sont sur un pied d'égalité. Regardez cette petite déclaration de la part de Toto Wolff justement concernant les moteurs. Nous avions une bonne vitesse de pointe sur les lignes droites aujourd'hui. Les réglages que nous avons choisis étaient les bons, un peu au détriment de l'appui et de la traînée, mais on était rapide sur la ligne droite. La voiture était forte hier, ce qui est un développement positif. Mais il est difficile de dire aujourd'hui la vraie hiérarchie. Je pense que les 2 équipes sont sur un pied d'égalité et donc vous devez signer le meilleur tour avec la première et la 3e place. Voilà les propos du crossfitter le plus célèbre. Crossfitter le plus célèbre, bien sûr, en trottinette, puisque voilà, les 2 sont apparemment conciliables. Les amis, votre avis sur cette lutte Mercedes Red Bull, et on va aller plus loin, Mercedes, Honda. Est-ce que Mercedes ne nous a pas surpris ce week-end? Ce qu'on a constaté déjà, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise philosophie en termes d'appui aérodynamique. Ça dépend vraiment des pistes cette saison, notamment avec ce fond plat raccourci derrière. Il y a certains endroits qui peuvent permettre à une voiture qui a un low raking justement de fonctionner. Ce qui prouve du coup que le vrai avantage que les écuries peuvent avoir sur toute la saison, ça peut être le moteur. Et en l'occurrence, hier, ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu aussi à Imola, les zones de dépassement étaient quand même relativement similaires, à savoir un bout de ligne droite et une puissance moteur plus un DRS. Mais quand même, la puissance moteur était plus visible et plus marquante que le DRS hier. On a vu que Verstappen, peu importe s'il avait le DRS ou non, n'arrivait pas à dépasser les Mercedes. On a vu par certains moments que Alpine a dû avoir plus que son DRS pour aller chercher Carlos Sainz, par exemple, avec Esteban Ocon. Donc, oui, ça peut être un championnat de moteur. Hier, Honda a montré de vraies limites, notamment en vitesse de pointe. Je crois que Max Verstappen avait la 9e ou 10e vitesse de pointe. Et ben, c'est pas suffisant quand on veut aller gagner une course. Aujourd'hui, Red Bull doit avoir cet appui aérodynamique, ce dessin-là de voiture, plus un moteur qui peut aller jouer la gagne de manière très régulière. Ce qui va être important de signaler sur l'ensemble de la saison, si on se concentre sur le duel éventuel Verstappen-Hamilton, mais surtout Mercedes-Red Bull, Honda a fait ce boost en avant, cet énorme progrès cet hiver, mais peut-être au détriment de la fiabilité. Et ça aussi, ça pourrait jouer des tours à Max Verstappen sur l'ensemble de la saison. Il y a un truc qui est vraiment... on voit que Honda a essayé vraiment de tenter les choses. C'est que justement, tu l'as dit, la performance a été mise au détriment de la fiabilité, mais pourtant ils ont essayé de créer un moteur pouvant s'adapter à toute forme de monoplace. C'est-à-dire, à savoir qu'on a fait un moteur beaucoup plus petit pour pouvoir avoir une meilleure adaptabilité dans la Red Bull, mais également dans l'AlphaTauri, pour avoir un centre de gravité un petit peu plus bas, pour que justement Red Bull et AlphaTauri puissent au maximum exploiter la capacité aérodynamique. Et là, au final, ce qui est assez dérangeant, assez perturbant chez Honda, c'est que Honda dit quand même avant le début de la saison, si on avait mis ce moteur dans la Red Bull de l'an dernier, on aurait pu prétendre au titre. Aujourd'hui, justement à Portimao, on voit que le moteur était vraiment à la rue et c'était vraiment, j'avais envie de dire que c'était assez alarmant dans l'ensemble de voir que ce moteur ne pouvait presque plus avancer, même plus rejoindre par rapport au moteur Mercedes. Et ce moteur Mercedes, en comparaison, le gap qu'il a fait par rapport à Imola, mais également à Bahreïn, il est relativement très intéressant et impressionnant, ce qui montre qu'effectivement, dans cette saison, on peut effectivement changer certaines choses et peut-être voir aussi Mercedes revenir sur Red Bull et sur Honda et peut-être prendre déjà de l'avance. Pierre, est-ce que c'est qu'une question de moteur? Parce qu'on l'a vu sur la déclaration de Toto Wolff, il le dit, on a retiré un petit peu d'appui aussi sur la voiture pour être un petit peu plus rapide en ligne droite. Est-ce que tu penses que le gap vraiment entre Mercedes et Honda est si important que ça?
Moi, je pense deux choses. La première chose, je pense que Mercedes n'avait pas dévoilé un peu toutes ses cartes depuis le début de la saison et qu'ils aiment bien de temps en temps entretenir un peu cet esprit de compétitivité. C'est important aussi de souligner que en termes de marketing, c'est toujours plus intéressant 2 équipes qui se battent qu'une seule qui domine. Et la deuxième chose, c'est un circuit qui est quand même très particulier. On voit que ça décroche beaucoup dans le secteur 3, qu'il y a des configurations qui sont différentes. Donc, je ne suis pas certain que ça soit juste une question de moteur. On voit deux premiers Grands Prix où Red Bull performe plutôt pas mal. Donc, je préfère être prudent sur aujourd'hui et me dire qu'il y a encore de la possibilité de compétition entre les deux, même si je pense que Mercedes est un cran au-dessus. Et puis on a le Grand Prix parfait, excuse-moi Brice, qui arrive dans une semaine. Barcelone, c'est le circuit peut-être le plus complet du championnat. Tu t'en parlais très bien l'année dernière. C'est un circuit de test. Donc après Barcelone, on saura vraiment où en sont les équipes, aussi bien au niveau du châssis, du moteur, de l'aéro. C'est là où on va voir les difficultés et les progrès de certaines équipes. Je vais revenir sur ce que dit Pierre. Il y a 2 choses avec Mercedes. Premièrement, ils sont très habitués de l'intox par rapport à leur vraie performance. Badillo disait la semaine dernière que Mercedes avait bridé son moteur en 2014 pour éviter d'effrayer la concurrence. Donc, ils sont coutumiers de dire, bon, écoute, on sait ce qu'on a, on le sortira si on en a besoin. Visiblement, ils en ont eu besoin, ils l'ont sorti. Après, là où Mercedes a encore un temps d'avance, entre guillemets, sur l'intelligence de course, c'est qu'ils ont préféré privilégier la vitesse de pointe, moins d'appui, parce que dans ce virage 14, dans tous les cas, la voiture aurait glissé. Donc, ils se sont dit, en fin de ligne droite, on va privilégier avoir une meilleure vitesse de pointe, se parer du DRS, se parer d'un dépassement là-dessus, puisque dans tous les cas, dans le 14, on va être en difficulté et Red Bull l'est aussi. Quitte à faire, autant avoir 10 km/h de plus et se prévenir d'un dépassement. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont verrouillé comme ça avec Hamilton, ils ont verrouillé Bottas pendant très longtemps sur Max Verstappen, et c'est ce qui leur a permis de décrocher cette victoire avec peut-être une voiture au package moins complet à la base en arrivant, mais qui cérébralement est devenue plus intelligente et plus compétitive. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant dans cette saison 2021 ? C'est-à-dire que, ok, les écarts sont resserrés entre Mercedes et Red Bull, mais en plus de ça, on va avoir une opposition de style avec peut-être une Mercedes qui aura l'avantage sur certains circuits et une Red Bull qui aura l'avantage sur d'autres circuits. Ça va être une danse. Ça va être une danse entre les circuits plus typés aéro, plus typés moteur. Ça va être vraiment quelque chose qu'on va avoir toute la saison et qui va donner une incertitude. C'est ce qu'on cherche dans le sport, qu'on n'a pas depuis 7 ans et qu'on devrait certainement avoir cette saison. Je l'espère. Un petit mot quand même sur la victoire de Lewis Hamilton, on ne peut pas passer à côté. Il partait 2e sur la grille de départ. Il a fait encore une fois la course parfaite. Vous serez tous d'accord, j'imagine, sur ce sujet. On peut pas dire en tout cas qu'il n'ait rien eu à faire, puisqu'il a dû dépasser les 2 concurrents qu'il avait à dépasser. Valtteri Bottas, il s'en est occupé. Max Verstappen, il s'en est occupé. Derrière, ses pneus sont morts. Oui, comme d'habitude, Lewis fait 25 tours avec. Donc il a réussi à avoir cette seconde vie sur les pneus. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait qu'il prouve encore une fois qu'il est au-dessus. Puis ce trio Bottas, Verstappen, Lewis, Hamilton, c'est le 15e podium. Oui. C'est 3, c'est un record en F1. Donc ça marque aussi une certaine... Ouais, c'est l'image de la F1 actuelle. 2021, 2019. Promis, on ne parlera pas de Bottas aujourd'hui. Je sais, on se retient, on ronge notre frein, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est promis, parce qu'il reste encore beaucoup de courses dans cette saison 2021. Deuxième enseignement, évoquons un petit cocorico quand même, Alpine, qui nous a beaucoup plu ce week-end. On ne les attendait pas, on peut le dire, à pareille fête. Le week-end parfait déjà de Esteban Ocon, P6 sur la grille, c'est sa meilleure qualif depuis le Grand Prix de Belgique 2020. Elles ont été, et il a été bien sûr à la lutte avec les Ferrari, les McLaren. Ça, je pense que personne ne s'y attendait, notamment après le premier Grand Prix du côté de Bahreïn. Le premier top 6 quand même en course dans cette saison pour le Français. Et puis Alonso qui quand même, sur son deuxième relais, a sorti tout le monde de l'ennui. L'ennui, on va y revenir dans un prochain enseignement. Mais on rappellera qu'Alonso n'a pas réussi encore une fois à trouver le rythme parfait en qualification. Il s'était lancé de la 13e place. Il a eu un premier tour très compliqué où il a perdu 2 places, où il s'est retrouvé 15e. Un deuxième relais pour le coup de folie avec cette remontada et des dépassements notamment sur Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jr. Regardez ce que disaient les 2 pilotes à l'arrivée de cette course, très enthousiaste, Esteban Ocon et Fernando Alonso, qu'on a appelé gentiment Minus et Cortex pour le différentiel bien sûr de taille. Alonso qui disait: c'était la première fois où je me sentais à l'aise pour attaquer fort, je souhaite adresser un grand bravo à tout le monde dans l'équipe pour cette belle progression et je pense que cela aurait pu être encore mieux si nous étions partis plus haut sur la grille. Et puis Esteban Ocon qui expliquait de son côté: je pense que nous avons atteint notre maximum aujourd'hui, placer les 2 voitures dans les points et se battre avec McLaren et Ferrari démontre nos progrès. Qu'est-ce qu'elle vaut cette Alpine? Ça c'est la question à $1 million quelque part.
Je suis même pas sûr que vous ayez de réponse, les amis, autour de ce plateau. Je pense que les seuls qui pouvaient s'attendre à cette performance, c'est Alpine, seulement, littéralement. Parce que il l'avait dit, il l'avait expliqué finalement dès qu'on sortait de Bahreïn. Non, notre premier Grand Prix de la saison, ce sera Imola. Ils ont apporté les modifications Imola, aérodynamiquement parlant, et même si on parlait justement des moteurs juste avant, mais le moteur Renault, attention, hein, c'est pas le moteur d'une Mégane. Hein. Il est ultra impressionnant, ça va très très vite, et c'est justement l'un des points forts, comme ça l'a été l'année dernière justement de Renault. Et là aujourd'hui, on a un moteur, on a le package qui commence enfin à fonctionner, on a un potentiel qui commence à être délivré, et on peut être enfin très heureux pour Alpine qui commence très sincèrement à peut-être se montrer un petit peu plus chez McLaren et un petit peu plus chez Ferrari, parce que quand même Ocon, le top 5, il était, je sais pas, mais à seulement quelques millièmes de Carlos Sainz. On n'est pas passé loin d'un top 5 en qualification pour Esteban Ocon. Alonso, ça met encore un petit peu de temps à s'habituer. Encore une fois, il arrive dans un nouveau monde de la Formule 1 d'une certaine manière, et s'habituer à une voiture qui est parfois encore aujourd'hui capricieuse, ça met un petit peu de temps, même qu'on a un double champion du monde. Il le dit, je suis un rookie, je suis toujours en train d'apprendre. Pierre, ça t'a plu Alpine ce week-end? Ouais, ça fait plaisir de voir qu'Alpine peut un petit peu performer. Hein. Forcément, on est un peu chauvin, donc c'est super agréable de les voir à ce niveau-là. Après, il y a une autre. J'ai trouvé que Ocon avait quand même fait une belle prestation. Ouais. Il a été assez propre en fait sur toute la durée de son Grand Prix. Parfois, tu peux le sentir, il est de temps en temps un peu agressif, où il va prendre des risques inutiles. Là, au tout début, avec Norris, on voit qu'il se retient un petit peu, qu'il laisse passer, etc. Qui veut vraiment emmener la voiture au bout du Grand Prix et marquer des points. Après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez comme moi qu'il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Le circuit du Portugal est très particulier, mais en tout cas, c'est des signes encourageants et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Il y a un truc qu'il faut retenir, c'est ce que disait Cyril Abibou la saison dernière et dont il se plaignait, c'est qu'ils n'arrivaient pas à tout mettre bout à bout. Et l'année d'avant encore, c'était ça. Et vraiment, c'était rageant pour eux. Et là, pour le coup, il y a vraiment une optimisation d'à peu près tout. Déjà, Fernando Alonso, ça optimise tout de base. Et Esteban Ocon, vraiment, a passé un step dans la rage qu'il a en course. Enfin, je veux dire, on l'a vu en qualif sortir des 8/10 sur Alonso. On l'a vu en course sortir un dépassement à l'extérieur sur Carlos Sainz sur une Ferrari. On a un Esteban Ocon qui est différent de l'année dernière, qui est plus libéré, j'ai l'impression. Et il faut aussi saluer le travail des stratèges chez Alpine. On a deux stratégies totalement différentes entre Alonso et Ocon. On est sur des médiums pour Alonso, des softs pour Ocon. On a vu que vraiment on pouvait se casser les dents sur cette stratégie. Les deux finissent très très bien avec une stratégie qui est très correcte. Donc non, enfin, il y a vraiment une vraie gestion de course chez Alpine qu'on peut saluer parce que c'est ce qui leur faisait défaut auparavant. Donc vraiment bravo. Ce que je disais lors de la première émission, c'est que, à mes yeux, en tout cas, Esteban Ocon serait la valeur de référence chez Alpine pour juger le potentiel et la qualité de cette voiture. Alors effectivement, Portimao, c'est un circuit étrange, particulier, merci. J'attends quand même Barcelone. Mais si Ocon confirme et qu'Alpine est à ce niveau, c'est quand même prometteur pour la suite de la saison. On ne va pas tout de suite s'enflammer, on va vraiment attendre. Enfin, moi, personnellement, je vais attendre Barcelone. Et puis après, on connaît Fernando Alonso, là il le disait, hein, il s'est complètement planté en qualif. Il y a beaucoup mieux à faire et à jouer qu'une 8e place s'il réussit ses qualifs. Il a dit sur les 2 prochaines courses, l'objectif Barcelone-Monaco, forcément, l'objectif c'est réussir ses qualifications. Et là on pourrait avoir une très belle surprise, pourquoi pas. J'attends quand même Barcelone. D'autant qu'elles vont être importantes les qualifs, hein, et à Barcelone et à Monaco, elles peuvent déterminer ton destin, bien sûr, en course. Épaté quand même par Fernando Alonso, on est d'accord là-dessus, Hamza? Forcément. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Hamza, il est épaté dès lors qu'il monte dans la voiture. Mais quel pied droit. Magnifique. Non mais attends, il y a par contre un truc qui est très très bon signe pour cette Alpine, c'est cette rapidité dans le secteur 3 en qualification. Ouais. Qui est et en essai aussi. Hein. Oui, qui est un secteur et de moteur et d'aéro. Et si Alonso fait le meilleur temps en Q2, si je dis pas de bêtises, dans le secteur 3, à Portimao, c'est quand même signe que cette Alpine, c'est pas autant une merguez qu'on a bien voulu nous le vendre. Donc après, il va falloir voir sur le long terme et sur l'évolution de cette voiture. Mais quand même, moi j'ai été surpris quand j'ai vu ça, c'est qu'elle a l'air de moins taper dans sa gomme et elle a l'air quand même d'être pas si mal équilibrée que ça. Après, encore une fois, c'est Alonso au volant et on sait qu'Alonso peut faire des meilleurs temps sur une piste en terre. Donc, enfin voilà. Mais c'est quand même un indicateur. Ce secteur 3 est très compliqué à gérer.
et Alpine a été en haut de la feuille dans ce secteur 3 à un moment donné. C'est la continuité de ce qui s'est passé l'an dernier. Hein. Quand Ricardo, il a trouvé en Grande-Bretagne les bons réglages sur la Renault et l'évolution qui avait été constante ensuite derrière. On a trouvé de la performance moteur, on a trouvé de la performance aéro et ça continue cette année. Et je pense qu'aussi que je peux le dire, mais si aujourd'hui Alpine a trouvé de la performance aujourd'hui, c'est un peu grâce à Daniel Ricciardo de l'an dernier. Ah, intéressant. C'est un avis intéressant, les amis. Pas chez McLaren, mais... Pas chez McLaren, en effet, pour le moment. Beaucoup d'enthousiasme, vous l'avez compris, autour de Alpine et de ce très beau week-end du côté du Portugal. Par contre, il y a un garçon qui inquiète. Et pourtant... On l'avait annoncé comme le parrain des pistonnés avant le début de cette saison. Maintenant qu'on est en télé, il faut le dire, on a pris un petit peu de distance. On ne peut plus se présenter bien sûr à côté de lui. C'est bien sûr Nikita Mazepin. Peut-on encore le défendre? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Il a eu un apprentissage difficile, ce garçon, qui a Mazepin en qualif à Sakir. Accident dès le deuxième virage pour son premier Grand Prix. Mazepin en essai libre à Imola. P17 en course. Quelque part, on ne peut pas lui reprocher vu le matériel aussi dont il dispose. Mais il y a ce week-end portugais qui pose question. Schumacher qui lui colle 5 dixièmes en qualif à voiture égale. Il termine dernier à plus de 50 secondes de son coéquipier en course. Et il y a cette tache noire, une de plus, sa bévue sur Sergio Pérez qui lui a valu 5 secondes de pénalité. On va regarder très rapidement le communiqué justement de la FIA et des commissaires de course qui sont quand même un peu venus à son sauvetage, puisque l'explication des commissaires, c'est la voiture 11, donc la voiture de Pérez, a été forcée d'abandonner son dépassement et de bloquer ses roues pour éviter une collision, sans atténuer la violation du règlement. Les commissaires notent que la voiture 9, celle de Mazepin, n'a pas eu d'avertissement radio à temps pour réagir. Moi, honnêtement, les amis, il y avait quelque chose qui me gonflait énormément dans cette intersaison, c'était le délit de sale gueule autour de la question de Nikita Mazepin. On était là sans connaître les tenants, les aboutissants, à juger l'envers du décor, ce qui se passe en dehors de la piste. Ici, c'est une émission de Formule 1, nous ne parlons que de Formule 1. Est-ce qu'en parlant de Formule 1, on peut continuer à défendre Nikita Mazepin? On pouvait continuer à le défendre quand tout le monde l'attaquait sur le fait qu'il faisait des têtes à queue. Parce qu'avec une EAS, sincèrement, je vous défie tous d'aller faire un tour correct avec cette EAS. Elle n'a pas d'aéro du tout. Elle est ultra compliquée à conduire. Et sincèrement, un rookie qui fait des têtes à queue, moi, ça ne me dérange pas. On a vu Latifi en faire, on lui est pas autant tombé dessus. On voit des quadruples champions du monde en faire. Hein. Oui. Et pas sur sa première voiture, sur sa cinquième, et pas sur une As. Par contre, être dangereux pour lui et pour les autres, quand on a 1 minute de retard, là, ça commence à poser problème. Ce qu'il fait sur Sergio Pérez, s'il ne le fait pas là, ça peut être ailleurs, ça peut être un endroit qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus rapide. Et au bout d'un moment, le problème d'avertissement radio, le gars a des rétros. Alors je sais bien qu'il n'y a personne derrière. Et des drapeaux bleus aussi. Hein. Oui, il y a des drapeaux bleus sur le bord de la piste. Alors je sais bien que ça fait... Il s'agit sur le volant aussi. Oui, voilà, il y a tout. Et ça fait 1 heure qu'il n'y a personne derrière lui, donc il ne regarde pas ses rétros, je comprends. Mais au bout d'un moment, il y a le premier qui arrive, tu as quand même, je sais pas, 7-8 personnes qui sont au drapeau bleu. Alors oui, ok, il y a des dégagements, je sais pas. Mais un tout petit peu de science de course, ça pourrait être quand même pas mal. Faut quand même aussi rappeler que Nikita Mazepin, autour de son cou, a des mousses, parce qu'il ne tient pas le choc de la force G, contrairement aux autres pilotes. Lui, la tête, elle est collée comme ça. Donc, il faut aussi comprendre que la Formule 1, c'est plus la F2, qui va prendre beaucoup plus de G dans la tête, qui va prendre beaucoup plus de pression dans la tête. Peut-être que As préfère avoir les millions directement de Nikita Mazepin plutôt que les millions du point qu'il pourrait avoir en course. N'empêche que là, à l'heure actuelle, ça commence à faire beaucoup pour un pilote qui, en plus, n'a pas grand-chose pour lui, pour plaire aux autres. Donc là, ouais, ça commence à bien faire. Il s'embrouille avec tout le monde, j'ai l'impression, parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas souligné, en qualification, il gêne Latifi sur son tour de qualification en Q1. Et il y a eu des insultes de Latifi à la radio qu'on va pas répéter, mais parce qu'on est à la télé aujourd'hui, c'est le mec insiste. Mais mais c'est un problème effectivement. Tu le dis très bien. Un pilote qui est en apprentissage, qui fait des têtes à queue, pas de problème. Simplement qui est mauvais, même s'il n'est pas en apprentissage. T'es un pilote, t'es mauvais, t'es là, tu profites de la F1, tu kiffes ta vie. Y a pas de problème. Si t'es pas un danger pour les autres. Si je veux pas dire tu vas me te prendre 1 minute par ton coéquipier qui lui aussi est rookie, mais tu pilotes une monoplace qui est une épave, on va pas se mentir, là c'est une épave. On peut pas. D'accord, on peut toujours lui trouver des circonstances atténuantes. Maintenant, je suis désolé, la radio, je l'ai écouté. Quand on l'avertit de l'arrivée de Sergio Pérez, il est au virage 1. Dans l'urgence, sors de la piste. Sors de la piste. Aujourd'hui, on a des super circuits avec des magnifiques zones de dégagement qui sont parfaitement goudronnées et qu'on adore.
sors de la piste. Là, t'es pas en train de te battre pour la 19e, 18e, 17e place. Va dans les graviers s'il le faut. Tu ne gênes pas et surtout pas le leader de la course. Sergio Pérez, Lewis Hamilton, ils sont sur une stratégie différente. On s'en fout. Là, s'il y a un accrochage, on fait quoi? Puis qu'est-ce que On ça fait va quoi changer à ta course? Mais oui. Oui. T'es une minute derrière ton coéquipier. Alors, De la même manière, non, les mais- 5 secondes, ça change absolument rien à sa course. Ah bah ouais, clairement, ouais. 5 secondes de Remarque, pénalité. c'est vrai que prendre une pénale, il s'en fout. Hein. Oui, non, mais ça en fait. Tu dis, il sort de la piste, il se prend une pénale. Ah. Quand même con, je suis désolé. Même s'il est en course, même s'il fait chier personne, bref, il se prendrait une pénale. Je vais peut-être un petit peu défendre Nikita Mazepin. Ah, il est avocat de tout le monde aujourd'hui, Oui, Alex. c'est un petit peu ça. J'ai Avocat peut-être- du diable. Pour le coup, ouais. Mais j'ai un petit peu défendre Nikita Mazepin parce que vous l'avez très bien dit, il a une épave. Il a une as. Quand c'est pas Romain Grosjean, c'est pas Kevin Magnussen dans la voiture. C'est un pilote qui est totalement rookie en Formule 1. C'est un pilote qui est tout comme Mick Schumacher, qui découvre une voiture qui est une catastrophe de A à Z. Qui a un C'est pas ça équilibre qu'on lui reproche. qui est Ouais, dégueulasse. écarte-toi. C'est pas ça qu'on lui Mais reproche. qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est son comportement. Oui. Qu'il ait au moins juste un comportement irréprochable en piste. S'il a un comportement irréprochable, Mick Schumacher, il a fait des têtes à queue à Imola. Non, mais- Pas irréprochable. La Tiffy, on l'engueule rarement. Parce que, en même temps, on le voit rarement. Et Sincèrement, je t'invite à voir la caméra embarquée de Latifi sur son tour de qualification. C'est scandaleux. Il s'arrête sur la zone la zone de la trajectoire au premier virage. Au milieu du virage, il s'arrête. Latifi est obligé d'avorter son premier tour au premier virage. C'est honteux. Sincèrement, c'est honteux. Mais Sois au moins gentleman Non, mais- avec pas tes coéquipiers, mais tes collègues. Monsieur Ramani. Ce que je veux juste répondre, c'est que par rapport à ça, le truc, c'est que juste attendons un petit peu. C'est sa 3e course en Formule 1 avec C'est une pas as. le débat. Mais non, C'est non, pas mais le encore débat. une fois- Non, si, c'est pas les erreurs le débat là. Parce que Non, les non, erreurs, on a dit qu'on si. était tolérants. Non, Et si on non, n'en non. parle pas depuis le début de la saison, c'est parce qu'on est tolérant justement avec ça. Parce Parce qu'on que l'attendait, en on fait, l'espère. avant. Vas-y, c'est spin la tant que tu veux, il n'y a 3e aucun course de problème. la saison. On lui tombe dessus en lui disant il a gêné Sergio Pérez, il a gêné Nicolas. Sois pas dangereux, c'est juste ça. C'est pas ultra compliqué Il quand fait même. perdre 2 secondes à Sergio Pérez. Alors là, Pérez, il jouait rien, il jouait la 4e Oui. place. S'il y avait une safety Bien car, sûr, peut-être on est que. d'accord. Si c'est Lewis Hamilton qui le gêne ou Max Verstappen qui le gêne, il lui fait perdre 2 secondes et il perd du coup la tête de la course et potentiellement la tête du championnat. Est-ce que tu as le même. Bien sûr, j'ai la le même même analyse. ressenti, j'ai le même argument. Je préfère attendre. Bien sûr, J'aurais hâte si de voir ça arrive- quand même. hein. Si ça arrive au 10e Grand Prix de la saison, je suis pareil que vous, je l'insulte. Mais de l'autre côté, Mais c'est pas le débat. Mais c'est pas le débat encore une fois. Il peut faire 3 saisons en F1, 3 saisons spinées. C'est pas le débat. Qu'il ait Oui, juste qu'il un soit nul, ouais, comportement voilà. clean en course, c'est tout ce que je demande. Ouais, c'est ça. On a compris que vous ne serez pas d'accord sur cette question. Pierre, on sait que tu es dans les arcades de la Formule 1, tu connais du monde, le téléphone sonne, il y a des discussions. Comment il est perçu, Nikita Mazepin, quand tu en discutes un petit peu avec les différents interlocuteurs que tu as? Et bah, au risque de te surprendre, on n'en parle pas, en fait. Ouais. C'est pas un sujet que j'ai eu beaucoup. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, Ils ont peur. j'ai l'avis, c'est que je suis un peu surpris de son manque d'expérience. Enfin, entre guillemets, ces erreurs qui sont commises, ce comportement, c'est quand même on peut pas dire que c'est un mauvais pilote. S'il est en F1, enfin, je veux dire, Oui, raccrocher Bah, il a ça- acquis ses points. voilà, Donc, raccrocher ça à du financier, c'est trop facile. Mais c'est un bon pilote. Mais je suis surpris par son manque d'apprentissage, par son manque d'expérience, son manque de préparation. T'en parlais tout à l'heure, les histoires de mousse. Enfin, ça me paraît. Je le savais même pas. Ah, mais regarde la caméra embarquée. Ça me Il a paraît, la tête collée comme ça dans le virage 14. C'est indécent. ça- Enfin, Après, me si ça paraît, permet d'optimiser non, c'est optimiste que son dalle. hein. confort dans la voiture, enfin, Son ça voyage. peut sembler. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Tu peux mettre des Imagine mousses, un tu joueur peux de mettre ce que foot, tu veux. imagine un joueur de foot qui soit strappé avec de la mousse, on va dire, parce que le mec est un petit peu plus fragile que les autres au moment de rentrer sur le terrain. Le jour où Neymar Non, mais arrive ça peut avec sembler- des ça mousses peut- autour du tibia. Ça peut sembler de l'extérieur ridicule. Encore une fois, si tu veux te mettre dans les meilleures conditions pour apprendre, il n'y a pas de souci. Mais juste sois clinique en piste. C'est tout ce que je demande. Et je pense qu'il faut, je te rejoins un petit peu, je pense qu'il faut lui laisser encore un tout petit Oui, peu mais de bien temps sûr. parce qu'il a une pression psychologique et je pense que le Mazepin n'a pas du tout aidé en tout cas à lui faire changer de comportement ou en tout cas prendre conscience qu'il peut avoir des comportements compliqués, qui peut être dangereux pour les autres. Je lui donnerais bien un tout petit peu de temps, mais pas trop non plus, parce qu'effectivement, on en arrive à un problème de sécurité notoire et qu'il faut faire très attention à ça. Surtout qu'on va le trouver souvent à la dernière place et souvent avec des drapeaux bleus à laisser passer des leaders. J'ai une question, toujours sur Mazepin, mais hors course. Est-ce qu'au niveau des institutions ou de la F1, le fait d'avoir une personnalité qui pilote une Formule 1 et qui a des appuis financiers importants, qui concrètement permet à As de survivre aujourd'hui, est-ce que ça peut entrer juste dans la réflexion, une réflexion différente avec par exemple Mazepin ou avec As qui est financé par une tierce personne,
par rapport à Ferrari ou etc. Est-ce qu'au niveau des instances, ça joue ou pas du tout? On n'en parle vraiment pas et il n'y a aucune influence. De toute façon, il faut cette histoire de super licence, déjà. Donc ça, c'est une première chose, et ça permet de bloquer l'accession à certains pilotes qui n'auraient pas les capacités d'être en F1, d'y être. Après, si tu veux, c'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat de se dire où tu mets la place dans le financier, dans le pilote qui paye et le pilote que tu payes. Et ça, aujourd'hui, si tu veux, la réponse, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont arrivés avec beaucoup de financement. Hein. On va pas parler de Stroll, on va pas parler même d'autres pilotes qui paraissent, qui ont des moyens aussi. Hein. Je pense aussi à, je sais pas, on va pas les citer, mais il y en a beaucoup. Latifi, par exemple. Latifi, Norris qui a aussi un peu de moyens, même des grands pilotes. Mais Norris, on n'en parle plus. Hein. Même Alonso, quand il signe au sein d'une équipe, amène aussi ses sponsors. Mais pour répondre à ta question, je ne pense pas que ça soit de la responsabilité. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt de la responsabilité de l'équipe et de l'écurie. Aujourd'hui, si tu veux, As se retrouver dans une situation où ce que j'imagine, c'est que quand tu vois aujourd'hui la voiture qui a une livrée qui est liée à un pays, quand tu vois que le principal sponsor, c'est quand même l'entreprise du père de Nikita Mazepin, bien sûr qu'il y a un lien financier. Après, il y a tous les côtés super licence, il y a le côté où il y a des certains temps à faire, les 107%, il y a plein de choses en tout cas, mais c'est un sujet qui mériterait de passer un peu plus de temps. Je peux pas. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Et c'est un beau sujet en tout cas. Mais après, tu vois, la super licence, c'est marrant comme tout le monde contourne toujours les règlements, la super licence et surtout les points à avoir pour accéder à la F1, c'est quelque chose qui est assez récent par rapport à des périodes où en fait on mettait un peu qui on voulait, on achetait la super licence, on montrait qu'on avait les papiers et basta. Aujourd'hui, il y a des points à acquérir dans certaines catégories pour qu'on en arrive là. Mais effectivement, si tu as de l'argent, bah, tu mets le gamin dans la meilleure voiture de F2 ou de F3 et au final les points même si au final t'es pas super, tu les acquiers comme ça, donc ouais, mais ça reste contourné encore une fois. Il a de l'expérience, il a du roulage, il va tourner, il va rouler, il va se confronter, donc si tu veux c'est aussi tu peux le prendre dans cet aspect là. Oui, un vicieux mais un cercle vertueux aussi. C'est plutôt ouais, donc mais comme quoi les points sont pas forcément suffisants pour démontrer à un moment donné que tu es capable de passer le pas, ou en tout cas prêt pour passer le pas. Je dis pas que Mazepin est un mauvais pilote, moi j'ai vu des belles courses de Mazepin en F2 et aucun problème là-dessus. Simplement, il y a un pas à passer qui est terrible entre la F2 et la F1 en termes d'entraînement physique, en termes de gestion de course, de gestion des pneumatiques. Tsunoda, lui, il a bossé énormément là-dessus et finalement, il est quand même en galère. On l'a vu bien sur le premier Grand Prix, mais il est quand même en galère. Mazepin, j'ai l'impression qu'il s'est dit c'est bon, le baquet, il est acquis. Et c'est ça, en fait, qui nous pose problème. C'est ce côté, non seulement, en fait, tu prends ton temps d'apprentissage, bon, d'accord, très bien, mais en plus de ça, tu n'es pas respectueux envers les 19 autres qui sont là et qui ont largement plus d'expérience que toi, si ce n'est Mick Schumacher. On l'aura compris en tout cas, ce qui te inquiète, c'est une question aussi de sécurité pour les autres. Mazepin est-il un danger pour les autres pilotes? Ça, on aura bien sûr, malheureusement ou heureusement, en tout cas, une réponse dans les jours et les semaines qui viennent. Dernier enseignement, Portimao. Évoquons Portimao et on n'aura que 2 ou 3 minutes pour le faire, donc partez pas dans un débat, s'il vous plaît. Est-ce que Portimao est surcoté? Les pilotes sont hypés par ce tracé, ce côté, cet effet montagne russe. On avait une édition 2020 assez spectaculaire, peut-être en trompe-l'œil, du fait notamment de cette piste humide et de la pluie qui était tombée du côté du Portugal. Est-ce que ce circuit est réellement adapté d'ailleurs à la F1? On a vu les problèmes d'adhérence toujours avec ces problèmes de piste, le vent qui gêne l'exploitation aussi des packages aéros et surtout ce constat sur lequel vous serez tous d'accord avec nous, quel ennui on a eu ce dimanche. Il y a eu 20 tours où il s'est passé des choses et puis derrière on est arrivé péniblement jusqu'au 66e tour et le DRS qui a fait un peu office de cache-misère. On l'a vu, le différentiel de vitesse notamment dans la zone au niveau de la ligne droite des stands. Portimao, surcoté ou pas, est-ce que vous voulez revoir ce circuit au calendrier de la Formule 1? Oui, non mais alors, très clairement, oui, pourquoi? Parce que c'est un tracé bien sûr où c'est très compliqué de se suivre avec la Formule 1 actuelle. Aujourd'hui, avec cette réglementation, le dirty air, il y a toutes ces histoires de dirty air, de surchauffe des pneus liés au dirty air, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour se suivre, c'est une catastrophe, c'est compliqué. Par contre, l'an prochain, 2021, nouvelle ère de la Formule 1, si on revoit le tracé de Portimao l'an prochain, les voitures pourront se suivre et il y aura un meilleur spectacle et il y aura des dépassements. Bref, on pourra mieux s'amuser d'une certaine manière pour le spectateur. Donc oui, ce tracé est très intéressant, les pilotes l'aiment, déjà ça c'est une donnée énorme à prendre en compte. Si les pilotes aiment ce genre de tracé, pourquoi ne pas y revenir? Si effectivement l'année prochaine on pourrait avoir plus de spectacles et effectivement avec cette nouvelle ère de la F1 ça apporte une nouvelle hype. Donc oui, très clairement, Portimao l'an prochain, je signe directement. Allez, voyons, sois pas naïf. Si le pilote aime, on va aller... Non, c'est celui qui paye. Il se retrouve. Si le père Mazepin aime, peut-être qu'on y retournera. Non, mais la vraie question, évidemment, enfin,
On a tellement de circuits. Enfin, moi, à partir du moment où il y a Sochi, j'ai envie de te dire, le boulevard circulaire de la Défense, je le prends en circuit. Donc, en soi, non, mais en plus, le circuit est plutôt pas mal, effectivement. Il faut juste trouver. On verra l'année prochaine si jamais il revient avec les nouvelles Formule 1. J'ai envie de lui laisser encore une chance, mais c'est un beau circuit. Après, en course, effectivement, c'est pas régalé. En fait, j'ai envie qu'on essaye de comprendre quel circuit fonctionne pour quel type de voiture. J'ai envie que la F1 se mette en tête que ce circuit est comme ça, on va essayer de voir, non pas si le tracé est beau, s'il a l'air spectaculaire, mais s'il convient à ces Formule 1-là, avec ces pneumatiques-là, pour nous provoquer une course intéressante. J'ai envie que la F1 pense comme ça. Et là, ils arrivent, ils se rendent pas compte que les pneus, les composés de pneumatiques sont catastrophiquement durs pour cette piste-là, ce qui fait que ça ne grippe jamais. On a un enrobé, on le travaille même pas. On voit ce qu'il a fait au mois d'octobre ou de novembre, je sais plus quand c'était Portimao l'année dernière. On a un enrobé qui ne travaille pas. On n'a pas essayé de faire rouler des choses dessus pour le gommer, pour le faire travailler. Non, on est encore sans grippe à Portimao. Alors, c'est pas très grave en soi, sauf que quand tu as ces pneumatiques-là qui n'ont pas de grippe avec ces voitures qui n'ont pas de stabilité, bah ouais, tout le monde est sur des œufs tout le temps et personne ne se suit parce que forcément tu as le dirty air comme tu l'as dit. Et finalement, Portimao, qui est une piste spectaculaire, donne une course pas spectaculaire parce qu'on n'a pas réfléchi à comment faire la course sur ce circuit. C'est ça qui m'énerve. Donc moi, j'y retournerai pas en l'état. Pierre, je te pose pas la question sur. On ne charrie pas les confrères dans le. Non, mais je rejoins ce que dit Brice. C'est-à-dire qu'il faut. La question, c'est est-ce qu'il faut adapter les réglementations au circuit ou les circuits aux réglementations ? Et je pense qu'il faut adapter. Il faut en fait s'imaginer, comme le dit Brice, que prendre tout un panel de circuits, prendre presque tous les circuits qui peuvent accueillir de la Formule 1 et faire en sorte que les réglementations puissent s'adapter en tout cas à n'importe quel type de configuration de circuit, parce que ça créera plus de sportivité, on n'aura plus de problème d'ajouter des artifices. Voilà, il pleut, donc en fait c'était un Grand Prix extraordinaire, alors qu'il pleut pas, le Grand Prix est chiant. Enfin, moi j'aime pas ce côté artifice, et ça permettrait vraiment en fait d'avoir plus de sportivité en général sur l'intégralité du championnat et sur tous les circuits. On en rêve, mais c'est un monde utopique. Aujourd'hui, celui qui paye. Non, mais c'est pas si utopique que ça avec la transition de réglementation, la transition de cost cap, etc. Je pense qu'on va se rapprocher vers de la technique un peu plus simple qui va permettre de réaligner un petit peu tout le monde. Déjà, voilà. Et pareil sur le moteur, on peut en parler pendant un moment, mais je trouve ça déjà bien de ne pas changer complètement la motorisation. Mais c'est mon avis, c'est très utopique et très philosophique, je suis d'accord avec toi, mais ça permettrait en tout cas d'avoir un meilleur championnat dans la globalité. Est-ce que tu penses... Si tu reviendras, non, excuse-moi, je suis désolé si on jamais finir l'émission. On en reparlera bien évidemment, tu reviendras Pierre pour évoquer toutes ces questions d'évolution. Très rapidement, le classement bien sûr des pilotes, on évoquera les constructeurs dans quelques instants. Hamilton devant Verstappen pour 8 points, seulement 8 petits points. Ça se resserre entre Norris devant Bottas pour 5 petites unités. Et à noter quand même la présence de 2 Français dans ce top 10. Ocon devant Gasly pour une petite unité, là encore une fois. On espère que les Français continueront de s'installer dans ce top 10. Allez, tout de suite, le décryptage. Maître Caldos nous rejoint. Vous voyez déjà là. Ça y est, la F1 a décidé de sauter le pas et de tester un tout nouveau format de qualification. Après avoir tenté justement un format un peu spécial en qualification début 2016, la Formule 1 aura le droit, cette fois-ci, à un nouveau format inédit avec course dite de sprint le samedi. Alex, dis-nous tout à propos de ce nouveau format. En quoi ça consiste ? Ouais, un tout nouveau format, les amis. Il fait quelque peu débat et on va d'ailleurs en parler dans le débat juste après. Le format actuel des week-ends de Grand Prix est présent en Formule 1 depuis 2005. 3 séances d'essais libres, vous allez le voir justement. 2 séances d'essais libres le vendredi et 1 le samedi. Qualification donc le samedi après-midi avec bien sûr la formule Q1, Q2, Q3 et bien sûr la course le dimanche en full distance. On avait effectivement tenté un système de qualification à élimination progressive en début 2016, mais bon, cette formule éliminatoire, ça a été une vaste catastrophe. Ça a été même totalement un échec. Le 26 mai, du coup, la Formule 1 annonce la mise en place d'un nouveau format de week-end de Grand Prix et donc un changement dans le système des qualifications. On aura donc une sprint race, une course qualificative qui déterminera du coup la grille de départ du GP de dimanche. Effectivement, du coup, vendredi, essai libre 1 d'1 heure, qualification Q1, Q2, Q3 dans le format qu'on connaît, mais cette fois-ci c'est pour déterminer la grille de la sprint race. Essai libre 2, 60 minutes le samedi matin, la sprint race ensuite de 100 km pour déterminer la grille de départ du Grand Prix avec des points à la clé, 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Ce qui fait donc bien sûr qu'on aura de la compétition
compétition tout au long d'un week-end, avec bien sûr, sans oublier la course le dimanche en full distance, 305 km dans le format habituel. Et du coup, sur quel circuit ce protocole va être testé cette année Alex ? Eh bien, ce sera sur 3 grands prix différents. Vous le voyez, Grande-Bretagne, Silverstone, ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait être sur ces circuits-là. Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, du 16 au 18 juillet. Le Grand Prix d'Italie à Monza, bien sûr, du 10 au 12 septembre. Et enfin, le Grand Prix du Brésil à Interlagos, bien sûr, ensuite. Le problème, c'est que pour l'instant, pour le Grand Prix du Brésil, on ne sait pas encore si réellement il aura lieu à cause de la situation du Covid. Merci beaucoup pour ce décryptage, Alex. On va en débattre de cette question justement des qualifications sprint. Est-ce une bonne idée, une mauvaise idée ? On en parle tout de suite dans le débat. Deux déclarations pour introduire ce sujet et avoir votre avis. 3 parties aussi également, 3 questions inhérentes à ce débat. On va déjà se poser la première question de savoir pourquoi on a décidé de tester ce nouveau mode de qualification. 2 citations à vous donner. La première, c'est quelqu'un que tu connais très bien, Pierre. Il s'appelle Jean Todt. Je suis heureux de voir que la Formule 1 cherche de nouvelles façons de s'engager avec ses fans et d'élargir le spectacle d'un week-end de course à travers le concept de qualification sprint. Jean Todt, l'ancien boss de Schumacher, mais surtout bien sûr de Pierre Guyonnet. Et puis l'autre citation, c'est bien sûr l'œuvre de Stefano Domenicali, le nouveau boss de la F1. Cette nouvelle opportunité apportera à nos fans des week-ends de course encore plus intéressants en 2021. Voir les pilotes s'affronter pendant 3 jours sera une expérience incroyable et je suis sûr qu'eux aussi aimeront cette lutte intense. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, avant de rentrer dans le vif du sujet et de savoir votre avis sur ce nouveau format, pourquoi on lance ce nouveau format? Pourquoi tout changer alors que la formule, d'un point de vue peut-être de notre génération, marche très bien depuis plusieurs décennies? Pour moi, Liberty Media arrive, Liberty Media américain veut faire du business, business égale 3 jours de Grand Prix, 3 jours d'intérêt. Donc il faut un intérêt le vendredi, une qualification, le samedi, une première course, et le dimanche, la vraie course. Donc tu vends des billets sur 3 jours, tu fais regarder les gens sur 3 jours. Donc oui, ça se comprend comme ça. Après, est-ce que ça va relancer le spectacle ? On a bien vu que tous les changements qu'il y a pu y avoir dans le passé n'ont pas forcément prouvé tout le temps que la théorie amenait le spectacle. Donc pour le moment, moi je ne vois ça que d'un intérêt financier. Et au vu de la crise du Covid, c'est pas plus mal. Mais à voir. Je dis pas non, je dis pas oui. C'est à voir ce que ça donne. L'intérêt n'est que financier dans l'explication de ce test mis en place, Pierre ? Non, je pense pas qu'il soit que financier, je pense qu'il peut être sportif. Bon, après, on va en parler pendant le débat, mais il peut être aussi médiatiquement aller chercher une nouvelle audience. Ne le raccroche pas tout de suite au financier, mais il faut savoir qu'on a une moyenne d'âge qui est très âgée pour tout ce qui est téléspectateur des Grands Prix de Formule 1, et je trouve que réduire un format, créer un format plus excitant, on en parlait hier, mais basé plus sur une durée de série, une demi-heure, je trouve que le produit télévisuel, en tout cas, est super intéressant, et peut-être qu'il va aller chercher la génération Z, des nouvelles personnes pour aller regarder la Formule 1, qui aujourd'hui, il y a clairement un manque d'attention. On s'est posé, je me souviens, je regardais avant de venir dans le métro, il y a 3 ans, on se disait 1h45 de Grand Prix, c'est une durée qui est normale. Peut-être qu'il est temps aussi d'essayer des nouvelles choses, et je trouve que ça peut avoir un bel intérêt médiatique en tout cas. Est-ce que ça ne se rapproche pas, Hamza, du débat qui est actuellement sur le foot, qui a été lancé par Florentino Pérez, qui a dit les jeunes jouent à FIFA et les mi-temps durent 6 minutes, donc désormais on devrait plus faire 45 minutes mais des mi-temps de 6 minutes. Est-ce que ça te rappelle pas un petit peu cette manière de fonctionner ? On les aime, les Américains pourtant, mais ils commencent un peu au niveau du foot, au niveau... Écoute, moi ce qui m'agace en fait, c'est cette volonté d'aller chercher un nouveau public, quitte à... Moi j'emploie les mots, cracher sur l'histoire du sport qu'est la Formule 1. On va chercher un nouveau public, mais est-ce qu'on pense au public actuel qui regarde la F1 depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans? Ce public-là, il est né avec, pour certains peut-être Fangio, pour d'autres avec Prost, pour d'autres avec Hamilton, et il aime la F1 telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher Kimberley, 23 ans de Los Angeles, ou Bruce, 17 ans de Connecticut? Moi, très honnêtement, j'ai essayé. Moi, très honnêtement, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que cette volonté d'aller tout de suite chercher du nouveau public, alors Netflix a fait beaucoup de bien à la F1, a permis justement d'amener aussi un nouveau public et de faire revenir un public peut-être qui avait délaissé la Formule 1. Mais à tout prix, vouloir ramener un nouveau public pour avoir plus d'audience, quitte à sacrifier l'essence même de la Formule 1, moi ça me gêne. Le truc, c'est que... Restez bien sur les explications du pourquoi ce nouveau format, les amis. Oui. Le pourquoi aussi, c'est qu'il y a cet aspect où effectivement, si on le fait maintenant, c'est que c'est le bon moment, déjà pour Liberty Media et pour la Formule 1. Ça, c'est vrai. C'est que
Tu l'as dit, Netflix, il faut comprendre vraiment les statistiques de Netflix. Netflix a ramené 75% des 16 à 35 ans aujourd'hui en Formule 1. C'est énorme par rapport à la Formule 1 aujourd'hui. C'est Et la moi qui Formule ai 1, pistonné quand on a même. besoin. C'est un petit peu, effectivement. Je tenais à le dire. Mais il y a cet aspect où aujourd'hui la F1 en a besoin. Et c'est vital aujourd'hui pour la F1 de trouver un certain renouveau. Beaucoup, bien sûr. Tu le disais, il y en a beaucoup qui disent mais vous êtes en train de tuer la F1. Non, on n'est pas en train de tuer la F1. Justement, on est en train de la sauver aujourd'hui avec ces sprint races. Parce qu'on sort de la routine. On sort justement de ces habitudes qui sont là depuis tellement d'années. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant qu'on a ça en Formule 1. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de créer un certain renouveau, une certaine dynamique pour justement que cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui est arrivée via Netflix, en particulier, peut se retrouver dans cette Formule 1 et avoir du spectacle tout le temps. Bien sûr, il y a la théorie, maintenant il y a la pratique. Et il faut peut-être justement attendre de voir la Grande-Bretagne pour essayer de voir Ce qui justement... m'inquiète, moi, c'est la hype autour de ça. Parce qu'en fait, on a eu tellement d'idées catastrophiques. On a eu la grille inversée, bon, ça n'a jamais été acté. On a eu l'histoire de la mort subite, les 90 secondes. Sur le papier, très honnêtement, j'étais vraiment hypé. Ouais, j'étais chaud. Mais alors, Ouais. au niveau pratique, ça ressemblait à rien. On est obligé de le dire. On a eu tellement d'idées désastreuses ou catastrophiques qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une idée qui semble On est prudent, quoi. pas cohérente, mais juste un peu moins catastrophique. Eh ben tiens, j'ai envie de voir. Non, moi personnellement, j'ai pas envie de voir. Mais Juste, ne rentrons pas tout de suite sur le bonne ou mauvaise idée. Pierre, on a parlé, et Alex, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Il a dit Netflix a reboosté la F1 vis-à-vis d'une génération qui ne regardait pas la F1 ou ne regardait plus la F1. Et pourtant, il y a ces mots, la F1 est en danger, la F1 est réellement en danger, même hors d'un contexte Covid tel qu'on le connaît aujourd'hui. Non, je pense pas que la F1 soit en danger. Effectivement, tu parlais de Netflix, ça a quand même permis de relancer. Et il faut rappeler que pour revenir sur le débat, c'est un débat qui est vieux d'il y a 4-5 ans, il me semble, sans dire de bêtises. Quand Liberty Media est arrivé, ils voulaient déjà changer les formats. Bref. La F1 n'est pas nécessairement en danger, mais il faut savoir qu'il y a cette volonté des fans, et je pense que s'ils ont pris cette décision, s'ils ont voulu faire ce nouveau format, c'est qu'ils ont fait des études, ils ont fait des analyses. Il y a leur outil F1 Fan, j'ai oublié le nom. Peut-être que tu connais le site. je connaîtrais. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, ils ont un T'es pas outil. client en tout cas. Il y a un outil de mesure et de sondage qui permettent en tout cas d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Et il faut aussi qu'on trouve des nouvelles solutions. Et moi, je vais parler en tant qu'organisateur de course. Aujourd'hui, tu as des organisateurs à l'étranger, donc hors du territoire français, hors d'Europe, qui n'ont pas besoin en tout cas d'avoir un revenu billetterie conséquent. Aujourd'hui, tout le modèle européen, Italie, Belgique, Allemagne qui n'est plus là, mais tous ces grands prix européens, ils ont besoin d'avoir comme source de revenus du ticketing. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'instaurer un nouveau format comme celui-ci, instaurer plus d'actions sur les 3 jours, faire en sorte que, comme on dit en anglais, best value for money, et ben, ça devient super intéressant pour que ces grands prix continuent d'exister. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des prix de plateau qui sont très élevés. Et que pour maintenir ces grands prix, il faut que la billetterie, en tout cas sur les budgets, c'est basé sur du sold out. Moi, je trouve ça assez intéressant de tester. Après, est-ce que ça va vendre plus de billets ? Enfin, moi, je pense que oui. Mais je pense que c'est aussi ça. C'est pas en danger, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et je pense que des grands prix sans spectateurs, ça veut dire des grands prix en moins. Et ça peut mettre en danger certains grands prix. Et aujourd'hui, il est clair que Formula One, là, elle a fait un effort pendant le Covid. Mais à long terme, son but, c'est pas d'aider forcément sur le prix de plateau, c'est pas de payer des grands prix pour qu'ils soient là. Mais il n'y avait pas cette volonté de Formula One justement de conserver, en tout cas c'était les déclarations que je lisais ces derniers mois, ces dernières années, de conserver un certain nombre, un quota de grands prix européens, de grands prix historiques. Est-ce qu'on en est vraiment loin ou est-ce que ça existe concrètement ? Non, mais de toute façon, pour la logique du produit, Formula One, il existe parce qu'il y a ces grands prix historiques. Mais aujourd'hui, le business model, il est très fragile. Tu vois que l'Allemagne est partie, ça me paraissait, moi, quand on me dit que l'Allemagne est partie, ça me paraissait quand même aberrant. Comme nous, Voilà. Complètement. Avec Mercedes derrière, Complètement. etc. Donc, il y a un business model qui est fragile. Il y a aujourd'hui, il faut que Formula One aille davantage dans le sens des promoteurs européens parce que, si tu veux, c'est toujours... Ils veulent, mais les prix de plateau, c'est toujours des négociations longues, c'est toujours un certain coût, vous le savez, ça peut varier entre 20 et 40 millions de dollars. Quand le Vietnam arrive à 40 millions de dollars, c'est vrai qu'en Europe, on peut aussi faire
le figure, quoi. La comparaison. Ben voilà. Rentrons dans le vif du sujet avec justement cette question que j'avais envie de vous poser. Bonne ou mauvaise idée, simple mirage ou idée géniale? Regardez déjà ce qu'en pensent les pilotes et les patrons d'écurie. Quelques citations comme ça qu'on vous a mis pêle-mêle. Gunther Steiner, si on n'essaie pas, le débat se poursuivra éternellement. Son succès ne peut pas être jugé uniquement sur les chiffres d'audience. Toto Wolff, c'est la proposition la plus intelligente qu'on avait en termes de changement de format dans les dernières années. Laurent Mekies, nous pensons que les courses sprint soient une très bonne initiative. Là, on est tous à la recherche d'une formule qui peut permettre d'avoir une audience encore plus large. Carlos Sainz Jr., les fans de F1, le vendredi, à la place des essais libres 2, regarderont des qualifications. Le samedi, à la place des qualifications, ils assisteront à une véritable course. Je pense qu'ils vont s'amuser. Daniel Ricciardo, quand on aime quelque chose, quand on a l'habitude de faire quelque chose, on n'a pas vraiment envie de changer. Mais je suis ouvert d'esprit. Il y a de bonnes chances que ça puisse marcher. Ça pourrait être amusant. Vendredi, ça va être la folie. C'est une journée chargée avec les qualifications. Ça va changer beaucoup de dynamique. Ceci nous emmène au petit tableau qu'on vous a préparé justement pour faire le récapitulatif un peu des différents avis. On l'a vu, ce projet fait l'unanimité dans le paddock, mais les fans semblent mitigés. On a regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, on a les pour, autour desquels on pourrait résumer cette idée, les pour veulent vivre avec leur temps et ne pas être opposés à de nouvelles tendances. On a les contre qui se disent, à force de vouloir tout changer, c'était un peu l'avis d'Hamza tout à l'heure, on en arrive parfois à du grand n'importe quoi. Et il y a les neutres, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Alors, bonne ou mauvaise idée ces qualifications sprint? La F1 a prouvé durant de nombreuses années que c'est pas parce que l'idée du changement de règlement était bonne que les écuries en faisaient quelque chose de bien. Souvent, on a des écuries un peu briscardes, un peu mesquines, qui vont adapter à leur sauce un règlement. Je prends par exemple l'histoire du meilleur tour en course, qui devrait normalement récompenser la personne la plus rapide de la course dans la théorie. Et on se retrouve avec des fins de course où au final on assiste à une qualif où certains en fait ne vont pas aller jouer peut-être une gagne potentielle parce qu'ils se disent je suis à 3 secondes, je ne remonterai pas, alors qu'on sait aussi bien le premier va faire une erreur, on n'en sait rien. Non, il va s'arrêter, mettre des stops, faire le meilleur tour. Et l'autre faire pareil, et l'autre faire pareil. Et au final, ça dénature comme ça le Grand Prix. Qui te dit que sur une course sprint comme ça, quelqu'un qui est deuxième va pas se dire oula, on est à Sochi, je vais me laisser passer pour être troisième pour que demain à la course pleine, je sois troisième, je prenne l'aspiration et je passe premier. Qui te dit qu'on va pas avoir des mascarades de fin de course où pour mieux se positionner sur la grille, on va avoir des mecs qui vont se dire non, je pars côté propre là, donc je vais quand même, je vais le laisser passer, ça machin, et avoir des scénarios type Monza où on va avoir des mecs qui vont arriver sur la ligne d'arrivée comme ça. On n'en sait rien. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les écuries vont tout faire pour jouer ça à leur avantage et que généralement la FIA et la F1 ne le prévoient pas, ça. Donc oui, effectivement, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Mais j'ai des doutes sur le fait que ce soit aussi bien que ce que ça nous est vendu. C'est tout. Là, on a le camp des pour, je le rappelle, parce que Pierre, tu étais assez pour ce type de format. Est-ce que tu aurais aimé que ça soit testé justement du côté du Grand Prix de France? Oui, forcément, j'aurais bien aimé que ça soit testé au Grand Prix de France. Bon, c'était peut-être un peu tôt pour le tester là-bas. Je vois ce que tu veux dire, Brice. Hein. Je peux comprendre ton point de vue parce que effectivement, il va y avoir un moment des utilisations mesquines. Des interprétations du règlement. Après, chaque règlement est amené toujours à être exploité au maximum. Donc, de toute façon, ce genre de choses peut exploiter ou détourner. C'est ça qui me. Voilà. Mais je pense que l'intérêt sera là parce qu'il y aura quand même des points. Il y aura, au bout d'un moment, si tu veux, ça va servir forcément au top team. Peut-être qu'il faudrait peut-être revoir aussi d'ailleurs les points attribués pour cette. Ça, c'est une autre question. Mais moi, c'est la seule chose qui me dérange, c'est le 3-2-1 parce que ça veut dire qu'il n'y a que quelques teams qui vont se battre et effectivement on peut y avoir une interprétation du règlement pour les équipes du milieu de grille. Mais je pense qu'il faut effectivement, c'est bien pour les fans, c'est bien pour les téléspectateurs, c'est bien pour les spectateurs. Ça montre qu'il y a une vraie volonté de Formula One d'essayer des nouvelles choses. Et de temps en temps, je pense qu'il ne faut pas être trop conservateur. Il faut essayer ces choses-là parce que c'est comme tout sport, il faut le préserver, il faut continuer à vivre dans son temps. Ça fonctionne bien aujourd'hui, ça fonctionne très bien, mais il faut continuer à être innovant. Et voilà, tu le dis, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Sincèrement, je pense que le système aujourd'hui, le format de qualification aujourd'hui, à mes yeux, on ne peut pas faire mieux. Enfin, sincèrement, je ne vois pas ce qu'on peut améliorer. Mais tu l'auras toujours ta Q1, ta Q2 et ta Q3. Hein. Non mais c'est pour l'avoir le vendredi. Enfin, l'importance aujourd'hui de la séance de qualification, notamment sur certains grands prix, elle est capitale. Tu vois, si demain on te dit toujours tu auras ta Q1, Q2, Q3, mais le vendredi,
et que derrière, tu auras une course qu'on ne doit pas appeler course, mais il s'agit bien d'une course, parce que c'est une course sur 100 km, parce qu'il y aura des dépassements, parce que le vainqueur d'une course de 100 km va signer la pole position, alors que c'est un exercice complètement différent d'une qualification. Alors, encore une fois, tu connais mon amour pour les chiffres, je suis pas fan, je déteste voir le sport via les chiffres, par le prisme de la du chiffre. stat. Maintenant, la Formule 1, c'est quand même important. Le championnat du monde existe c'est la 72e édition du championnat du monde. D'accord ? Depuis 1950, la pole position, c'est sûr. Le tour le plus rapide. On a eu plusieurs formats, parfois sur 2 tours, parfois sur 4 tours dans les années 50, à Indianapolis. Mais aujourd'hui, on va te dire, tu vas signer le meilleur temps sur ce même exercice, puisque tu déplaces la qualification Q1, Q2, Q3 au vendredi. Mais bon, ça sert à rien. Tu vas faire une course où tu vas dépasser, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu vas gagner la course. Ce ne sera pas une victoire. Tu n'auras pas de podium. Mais tu auras une pole position. C'est un exercice complètement différent. À mes yeux, c'est de l'hypocrisie d'aller sur ce terrain des statistiques justement pour garder la valeur. Effectivement, moi je trouve que passer la qualification le vendredi, ça nous permet d'avoir un vendredi important. Ça, c'est le seul point positif. Et même en allant plus loin, je vais peut-être me ranger un petit peu de ce camp-là. Normalement, je dois rester neutre, mais bon, c'est les circonstances qui font ça. On voit bien dans d'autres disciplines que l'accumulation, par exemple, des matchs fait qu'il y a une lassitude dans la consommation de la discipline. Est-ce qu'en rajoutant des courses, on ne va pas casser le côté un peu exceptionnel, la grande messe du dimanche, où on est devant sa télé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pas qu'on se lasse, mais qu'il y en ait trop entre Et puis tout à l'heure, tu disais, excuse-moi Alex, tout à l'heure tu disais, on va aller chercher un nouveau public qui aujourd'hui est consommateur de séries de 20, 30, 50 minutes. Est-ce que ce public, qui regardera du coup la qualification sprint qu'on ne doit pas appeler course, mais qui est bien une course, est-ce que ce public sera là le dimanche? Parce qu'au final, le format du dimanche ne change pas. Tu restes sur une course de 1h30, 2h pour Singapour. Est-ce que ce public, tu réussiras à le fidéliser? Moi, personnellement, je pense pas. C'est l'objectif. Je pense que tu peux clairement donner de l'intérêt. Après, je peux pas te le confirmer. On n'a pas testé. Verra, mais je pense que tu peux donner de l'intérêt, en tout cas, à passer du samedi au dimanche. En tout cas, déjà, ils vont regarder de la Formule 1. Peut-être qu'ils ne regardaient pas avant. Donc, si tu s'ils regardent le samedi, ils vont regarder le dimanche. Et puis sur un autre point, je pense aussi, juste pour terminer, que ça va créer plus de sportivité. Et je sais pas si on regarde plus la F1 parce que c'est sur 30 minutes que sur 1h30. En fait, est-ce que tu t'allumes F1 de TV, tu allumes MyCanal, tu fais c'est 30 minutes, je vais regarder. Je sais pas. En fait, il va se passer ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vont allumer la télévision pour voir le départ. Je sais pas, vraiment. Je trouve que c'est saugrenu de se dire, c'est sûr que comme ça, on va les avoir. Moi, je pense surtout que ça étale la compétition et l'intérêt de la compétition sur 3 jours. Et ça, en soi, c'est parfait. Et comme tu l'as dit, pour toi, pour les organisateurs, vendre un billet 3 jours au lieu d'un billet dimanche, effectivement, c'est ou un samedi. Ou juste un samedi. Ou un samedi dimanche. Bref, ou un vendredi samedi. 3 jours de présence, ça fait 3 jours aussi pour les gens qui sont sur place, qui travaillent pour le merchandising, pour ça. Ça fait bosser beaucoup plus. Ça, c'est très bien. Mais par contre, je te dis, nous vendre l'attrait parce que c'est 30 minutes... Je n'y crois pas. Oui, mais parce que je pense que t'es pas la cible en tout cas de. T'es trop vieux. Peut-être. Non, mais c'est vrai. Ok, boomer. On est beaucoup trop vieux, voilà. Il nous reste 3 minutes très exactement d'émission. Alex, on t'a pas beaucoup entendu sur ce sujet. En fait, c'est juste qu'il y a des très bons indicateurs. Si la F1 le fait aujourd'hui, c'est parce que la F1, tu l'as très bien dit, Pierre, c'est que la F1 a demandé aux fans. Et les fans, au moment où ils ont été sondés la première fois, c'était en 2018. Ça remonte comme il y a 3 ans. Et quand on leur a demandé, ils étaient en majorité favorables à ces courses sprint et c'était des néophytes comme des gens qui étaient fans de la première heure. Ce qui montre déjà une bonne indication, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque en tout cas, alors c'est pour ce qui me met dans une incompréhension de pourquoi aujourd'hui tout d'un coup tout le monde dit, les fans de la première heure disent que c'est n'importe quoi ce qu'on fait aujourd'hui, quand on voit que ces mêmes fans ont voté justement pour dire on veut bien tester ces courses sprint. Aujourd'hui, par ces courses sprint là, on peut tenter quelque chose et c'est très intéressant aujourd'hui de voir ça maintenant et voir ça justement sur des circuits historiques qui plus est en plus, toutes les écuries ont accepté. Toutes les écuries ont dit, même Ferrari, même Mercedes qui était contre à la base a dit oui on va tester, tiens, on est d'accord sur ça. Il y a un point très important. Là, en plus, ce qui m'agace, c'est qu'on teste ça sur un championnat du monde. Si Lewis Hamilton... Non, si Max Verstappen perd le titre pour 3 points, on va revenir et qu'il a eu un accrochage sur cette fameuse course sprint. C'est la course. Ah, d'accord. Le règlement, il est pareil pour tous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des règles, enfin des possibilités innovantes. On parlait déjà l'année dernière, pourquoi pas faire un calendrier de 15 Grands Prix et puis faire 10 Grands Prix hors championnat. Et là, tu testes ce que tu veux. Tu veux jeter des pots de banane sur la piste, tu fais ce que tu veux. Mais là, en l'occurrence, là, sincèrement, c'est le championnat du monde qui peut se retrouver joué
sur un test. Et moi, testé pendant le championnat du monde, pourquoi on ne l'a pas testé? Alors, ça peut sembler complètement idiot, mais pourquoi on ne l'a pas testé en pré-saison? Juste pour avoir déjà un avis entre pilotes, voir comment ça marche, voir effectivement les tenants et les aboutissants, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. Là, en championnat du monde, ça pose encore plus problème. Juste pour terminer, ça sera le dernier élément, et tu as commencé à en parler, Pierre, et je terminerai moi personnellement là-dessus. Il faut savoir aussi ce que c'est la génération Z, que certains appellent les millennials aussi. 32% quand même de la population mondiale, une influence de 3400 milliards de dollars, des comportements homogènes, c'est-à-dire que des gens de la génération Z qui sont français, des gens de la génération Z qui sont américains ou d'autres pays ont les mêmes habitudes aussi, et que cette cible est très exigeante, et ceci explique aussi pourquoi des trentenaires ou des futurs trentenaires comme vous, il faut quand même le préciser, eh bien, ne se retrouvent peut-être pas dans ce genre d'idée. En tout cas, ça sera testé. On rappelle d'ailleurs, c'est Gaëtan Vigneron qui l'a expliqué, que même si le test est favorable, on n'en fera peut-être pas une constante sur tous les Grands Prix à l'avenir. Ce sera comme ça, éparpillé un peu de partout. Merci les amis pour ce débat. Pas de quiz aujourd'hui, je suis désolé. L'émission est timée, vous savez, et on a un petit peu dépassé les délais. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes un nouvel auditeur des Pistonnés sur Autoplus Télé, eh bien revenez dès la semaine prochaine, parce qu'on se retrouve pour le Grand Prix d'Espagne. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, votre petit pouce vert, à nous encourager. Bien sûr, ce n'est que le début de l'aventure. Vive le Grand Prix de France, vive Pierre Guyonnet. Merci d'avoir été avec nous, Pierre. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu, puis quand vous voulez pour revenir. Et tu reviens aussi toi quand tu veux, il n'y a pas de souci. Le bon client, le bon ami des Pistonnés, bien évidemment. Prenez soin de vous. On se retrouve bien évidemment au prochain Grand Prix après l'Espagne. Prenez soin de vous, ciao. Ciao. Ciao.